Autrement, je n'ai jamais reçu un sou de l'État français. Je dis haut et fort que c'est la fin, en France, d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Pourquoi sortir vos mémoires maintenant, alors que cela vous démange depuis 2011? Un homme pour lequel j'ai véritablement la plus grande admiration et la plus grande affection. Omar Bongo Ndimba, en 2009, m'avait dit, maman Edith s'éteignant peu à peu, la douleur étant très grande, et lui aussi étant malade, ce que ses proches savaient, il m'a dit, fiston, tu as vu combien j'ai été plus ou moins ignoré par la droite, et tu sais, toi, mieux que personne, tout ce que j'ai fait pour la droite française depuis Pompidou. Tu as été aux côtés de Jacques Foccart. Avant, je travaillais avec Jacques Foccart. Et après, tu as pris le relais. Tu sais tout ce que j'ai fait. Et le moment venu, je te demande une chose. Sois ma mémoire. Ce type de financement que vous décrivez, on parle de plusieurs millions d'euros en espèces, et depuis l'étranger est évidemment interdit par la loi. Vous n'avez jamais été inquiété? Je n'ai jamais été inquiété pour la simple et unique raison, Marouane, que jamais je n'étais au premier rang. Comment cela se passait? Vous êtes un homme qui connaît parfaitement, aussi bien, voire mieux que moi, les arcanes de la politique franco-africaine. M. Chirac me faisait venir à la mairie de Paris, du temps où j'étais professeur à la faculté de droit d'Abidjan entre 81 et 86. Il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où il était à Matignon, et il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où, ayant quitté Matignon, il était redevenu simplement maire de Paris. Et soit avec M. Foccart, soit seul, il me faisait comprendre qu'il avait besoin de l'aide d'Omar, de Denis, de Blaise, pour soutenir son action politique. J'allais voir ces chefs d'État, je discutais avec eux, je leur apprenais rien, c'était dans le mécanisme habituel. Ils venaient, soit on me contactait à la fac chez moi à Abidjan, soit on venait me voir à la maison à Paris. Je prenais rendez-vous avec telle ou telle personnalité, l'émissaire arrivait, dans la voiture diplomatique, CMD, 43 par exemple pour le Gabon, et nous partions à la mairie de Paris, à Matignon ou à l'Élysée. Et le messager que j'introduisais était porteur. Moi, je ne faisais rien, je ne faisais qu'exécuter les ordres du maire de Paris, du président du RPR, du président de la République, je ne faisais rien. J'accompagnais, on rentrait dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, l'émissaire remettait ce qu'on lui avait chargé de remettre, il se retirait, après 2 ou 3 mots de conversation, il s'en allait et le débriefing commençait entre M. Chirac, Villepin et moi-même. Ou bien quand ça se passait au Quai d'Orsay, à Beauvau ou à Matignon, entre Dominique de Villepin et moi-même. Lorsque l'immense Jacques Foccart s'en est allé, en mars 97, comme vous le savez, Jacques Foccart, au cimetière de Luzarches, me dit « Retrouvons-nous ce soir chez Dominique de Villepin », avec lequel, depuis 1995, je correspondais, avec lequel je parlais au téléphone, auquel j'envoyais des notes, mais que je n'avais jamais vu. Et nous nous retrouvons chez Villepin le soir. Bonjour Bourgie, bonjour Monsieur de Villepin, et tout, et tout. Arrive Jacques Chirac, encore très ému, moi, dévasté. Je n'ai pas pu retenir mes larmes dans le bureau de Villepin, quand il s'est mis à parler de Foccart, de ces années ensemble. Et il m'a dit, Robert, cette maison est la vôtre. C'est-à-dire que le réceptacle, c'était le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Il se trouve que c'était de Villepin. Ensuite, au Quai d'Orsay. Toujours la parole de Jacques Chirac. Et moi, je n'ai jamais été inquiété. Je n'ai jamais porté ne serait-ce qu'un sou. On a du mal à croire que tant de personnalités de droite aient profité des largesses de Bongo, Sassou, Wade ou d'autres, sauf Nicolas Sarkozy,
dont on sait que c'est votre ami, ce que vous dites dans vos mémoires? C'est mon ami, et je vais vous répondre très franchement, en mon âme et conscience. En septembre 2005, j'ai eu une grosse engueulade avec Villepin dans le pavillon de musique. Il m'avait demandé de passer, et pour la première fois, il me recevait au pavillon de musique. Il est arrivé 15 minutes après, en jogging, suant. Je lui ai dit, mais ce n'est pas une manière de me recevoir, Dominique. Il me dit, je viens de faire mon jogging. Et tout de suite, il me dit, les juges sont sur toutes les affaires de la France-Afrique. Ça sent le soufre, l'argent de Bongo, de Sassou, ça sent mauvais. Il faudrait qu'on arrête de se voir. Et le Méditerranéen que je suis a immédiatement explosé. Je lui ai dit, seulement l'argent que vous avez eu depuis tant et tant d'années, lui ne sentait pas mauvais. Bon, puisque c'est ça, je m'en vais. Je me suis levé, Marouane. Et le tempérament, enfin, beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas trop me chercher. Je suis sorti dans le parc, je me suis dirigé vers la rue de Babylone. Il m'a couru après, je lui ai dit, vous m'emmerdez, Dominique. Vous m'emmerdez. 2 jours après, je recevais un coup de fil du secrétariat de Nicolas Sarkozy à Beauvau, me fixant le rendez-vous. J'ai vu Nicolas. Ah, les Chiraciens te traitent comme ils ont traité. Ils se servent de toi, ils te jettent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il me dit, écoute-moi bien, tu es le bienvenu ici, c'est la maison, je te connais depuis tant et tant d'années, tu es un homme de fidélité, je sais tout ce que tu as fait pour le patron, au RPR et tout, mais moi, Robert, j'ai une chose à te dire, je ne veux pas un sou. Je ne veux pas un sou. Était présent Claude Guéant, dont j'ai fait la connaissance, et à ce moment-là arrive Cécilia, et elle a assisté tout le monde a assisté à l'entretien. À la fin de l'entretien, Sarkozy m'accompagne jusqu'au parking. Il me dit, c'est bien retenu, Robert, pas un sou. Et j'ai une chose à te dire. J'ai un conseiller Afrique qui s'appelle David Martinon, qui est un homme de fidélité aussi, mais meilleur connaisseur de l'Afrique que toi, il n'y a pas. Je serais tellement ravi de pouvoir bénéficier de tes notes et tout, mais ici, c'est ta maison. Quels sont les chefs d'État africains qui vous ont le plus marqué par leur leadership, leur intelligence? Il est difficile de ne pas dire Houphouët-Boigny, que j'ai vu une dizaine de fois. C'est un homme auquel le général de Gaulle, si avare en compliments, avait rendu cet hommage, cerveau politique de premier ordre. Et quand on était en face d'Houphouët, je vous assure, on se sentait tout petit. Et il avait une manière de parler, il vous susurrait à l'oreille. Il fallait être très attentif à ce qu'il disait. Mais tout ce qu'il disait était marqué du sceau de la vérité. Mais celui qui, véritablement, du fait que j'ai été très très proche de lui, je ne pense pas qu'il puisse être, que quelqu'un puisse dire qu'il était plus proche que moi de lui, c'est Omar Bongo Ondimba. Il avait une connaissance de la vie politique française et africaine remarquable. Il avait une autorité naturelle. Il avait cette faconde, ce sens de la... comment vous dire? Des mots, et il plaisantait et tout. Et surtout, il avait un carnet de relations, pas simplement africain, pas simplement français, mais mondial. Mondial. Bongo m'a beaucoup marqué. Et il y en a un qui se détache, d'anglo-saxons, de français et d'africains. Comment vous dire, je vais résumer tout cela. La classe absolue. La classe, une connaissance des dossiers, un verbe étincelant, précis, concis, et y travailler. Et au contraire, celui ou ceux que vous appréciez le moins? Franchement, il n'y en a pas. Chacun avait ses qualités, ses défauts. Il n'y en avait pas. Il y avait ceux avec lesquels on plaisantait. Il y en a un qui m'impressionnait. Vraiment, que je respectais, que j'affectionnais, mais avec lequel, mais qui marquait une certaine distance.
c'était le général Eyadema. Il était chaleureux, mais on n'allait pas lui taper sur le ventre. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous expliquez justement dans vos mémoires n'avoir jamais été rémunéré par l'État ou les politiques français pour lesquels vous travaillez pourtant, mais par vos clients africains. Pour quelle raison? Je n'ai jamais reçu un sou de l'État français, sauf quand j'étais conseiller politique du ministre de la Coopération entre 86 et 88, sous la première cohabitation. Robert Bourgi, qui incarne à la fois un acteur central et un critique de la France-Afrique. En tant que conseiller informel et intermédiaire influent, Bourgi a joué un rôle clé dans la gestion des relations franco-africaines, en facilitant des alliances politiques et économiques entre les élites des deux continents. Son implication dans le financement occulte de partis politiques en France soulève des questions éthiques sur la transparence et la légitimité de ces relations. À travers ses mémoires, Bourgi adopte une posture ambivalente. Bien qu'il ait largement participé à ce système opaque, il tente aujourd'hui de le dénoncer. Cette posture soulève une interrogation essentielle. S'agit-il d'une véritable volonté de rédemption ou d'une stratégie pour réécrire l'histoire de son implication sous un jour plus favorable? De plus, les anecdotes qu'Aaron qu'il livre, notamment sur les tensions entre Nicolas Sarkozy et Laurent Gbagbo, illustrent à quel point la politique française en Afrique reste marquée par des ingérences directes et parfois brutales. Le témoignage de Bourgi met ainsi en lumière des dynamiques de pouvoir profondément inégalitaires et renforce l'idée que la France-Afrique demeure une réalité, malgré les discours politiques annonçant son démantèlement. En somme, Robert Bourgi est un personnage clé pour comprendre les mécanismes souterrains qui ont façonné les relations entre la France et l'Afrique. Son parcours reflète la complexité de la France-Afrique, à la fois système d'influence et réseau d'intérêts mutuels, souvent au détriment de la transparence et de la souveraineté africaine. Ces révélations soulignent la nécessité de rompre définitivement avec ces pratiques pour ouvrir la voie à des relations plus équitables et respectueuses. Bourgi incarne donc non seulement les contradictions d'un système en déclin, mais aussi le besoin urgent de redéfinir les interactions franco-africaines à l'ère postcoloniale.